Je pense ce qui m'excite, c'est surtout ce côté un peu inimaginable. On n'arrive pas à se projeter, on veut dire, sur un 10 board, on peut se projeter, je vais faire 3,30, premier kill, deuxième kill, troisième kill. On peut travailler sur des paces, des choses comme ça, mais c'est tellement long, c'est dur de se projeter sur tout que je pense qu'on restera toujours un peu le côté petit prince, rêveur d'aventure, et c'est ça que j'aime bien dans l'ultra. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Hugo Deck, que vous aviez déjà entendu ici même à l'occasion de sa 3e place lors des 90 km du Mont Blanc en juin 2023. Hugo a découvert sa passion pour le trail dans les paysages escarpés de son village natal dans le Var. Alors qu'il pratiquait depuis des années le basket, il est venu encourager son frère sur une course, une véritable révélation pour lui. Il rejoint ensuite le club du Team Provence Endurance et accroche ses premiers dossards. Il connaît alors très vite des premiers résultats probants avec une 3e place sur la YCC 1 an seulement après ses débuts en course à pied, suivi d'une 6e place sur le Trail du Ventoux qu'il considère comme sa première course de référence. Il a depuis enchaîné de remarquables performances avec 2 victoires sur le Swiss Canyon Trail, une victoire à l'UTCAM ou encore une 5e place à la CCC. Hugo a également connu quelques désillusions en raison d'abandon sur le Mute, la TDS ou plus récemment l'UTMB Mont Blanc. Il a eu très tôt de grandes ambitions sur les longues distances et notamment sur le format 100 miles. Il va partager avec nous aujourd'hui sa première expérience sur cette distance à l'occasion de son Nice by UTMB en 2022. C'est toujours un immense plaisir d'échanger avec Hugo, athlète éminemment sympathique, à la tête rudement bien faite et au cap bigrement bien fixé. Mais je ne vous en dis pas plus. Hugo va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Maîtrise de Nice. Salut Hugo. Salut. Je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment ça va ? La forme, hein ? Ouais, on enregistre cet épisode le samedi 2 mars. On est à Paris. À l'occasion de t'es venu dans la capitale pour l'inauguration du pop-up de ton partenaire Adidas Terrex, ton team. Hormis cet événement du jour majeur, le samedi 2 mars, il a également marqué l'histoire dans un sport qui t'est particulièrement cher. En effet, le 2 mars 1962, le joueur de basket américain Wilt Chamberlain a marqué un record de points dans un seul match de NBA. Est-ce que tu sais combien de points il a marqué dans ce seul match ? 101 points. Bravo. Moi, j'ai 100, mais en tout cas, il a dépassé. Alors, ça fait 100 en plus. Quoi. Oui, 100 et plus. On valide. Bravo. Ouais, franchement, ça a marqué le sport. Ouais, oui, ça a marqué. C'est une petite légende. Il y a 62 ans. Donc, c'est un record qui tient toujours et c'était effectivement considéré comme l'une des plus grandes réalisations de l'histoire du basketball. Et je crois qu'il a eu plein d'autres records. Tu vois, ils ont gagné le match 169 à 147. Il a fait 25 rebonds, 63 shoots tentés, 36 rentrées et un 28 sur 32 au lancer franc. Voilà. Une autre époque. C'était une autre époque et je pense qu'il était un peu au-dessus à ce moment-là. Hugo, je t'ai quitté au mois de juin dernier dans un épisode hors série à l'issue de tes 90 km du Mont Blanc. Enfin, on s'était vu avant et après. Une course qui a été très aboutie, une très belle 3e place pour toi. Je te retrouve dans quelle disposition aujourd'hui ? Ta toute récente victoire sur le format 30 km du Trail de la Sainte-Baume a dû te mettre un peu de baume au cœur, j'imagine ? Ouais, elle m'a mis de la baume au cœur. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un format aussi court et avec une concurrence d'un niveau national. C'était relevé quand même. Ouais, on avait, je crois, une moyenne à 865 sur le top 10 au départ. Donc ouais, ça fait du bien, ça met en confiance à un mois des championnats de France. Mathieu Delpech et Baptiste Chassagne qui ont fini 3e et 4e. Et Pierre Galbourdin, que je ne connais pas, qui a fini 2e. Hugo, question traditionnelle d'ouverture de podcast. Tu y as déjà répondu quand on s'était vu au mois de juin, donc je vais faire une petite variation. À l'époque, je t'avais demandé de te présenter sans parler de sport, qui était un exercice pas forcément très simple. Impossible pour moi. Impossible. Là, je vais te demander de te présenter en 3 dates. 3 dates marquantes de ta vie personnelle, sportive, professionnelle. Voilà, 3 moments marquants de ta vie qui permettraient de un peu déjà avoir un aperçu de qui tu es. 3 moments. Ouais, je vais pas faire la date de naissance. Ça, je pense que la blague a déjà été faite et refaite. Non, tu peux. Non, tout est bon. C'est non, toi qui choisis. Des moments, j'ai pas les dates précises. Je pense quand j'ai commencé le basket avec mon frère, j'ai commencé à 6 ans, donc après ça m'a marqué ma vie jusqu'à mes 18 ans. C'est cool de pouvoir parler de sport en ouverture de podcast. De pas être contraint. Le basket. C'est vrai. Bah ouais, je pense le moment où j'ai commencé le basket à Mézières-les-Messes. Et après, le moment où j'ai décidé d'arrêter le basket, et c'est un peu cette période entre deux, et j'ai commencé à me retrouver dans le trail, on va dire, et dans une période où j'étais un peu perdu à l'école, et ça m'a permis de me retrouver.
Et la dernière date marquante, je dirais un moment marquant. Quand même la CCC, c'est quand même un moment qui m'a marqué fortement dans les émotions à Chamonix. Je veux dire, c'est la première fois où je finissais dans les rues de Cham et c'est ça qui m'a fait rêver en regardant ces vidéos quand j'ai commencé le trail. Donc voilà, c'est 3 faits marquants. 3 belles dates, effectivement. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au sport dans ta jeunesse? Il était très présent, notamment du fait de l'influence de ton papa. Il y avait aussi une saine émulation. Je ne sais pas si elle était saine, mais en tout cas une émulation avec ton frère. Oui. Le sport a très vite trouvé sa place dans ton cœur, en tout cas. Oui, j'ai toujours fait du sport. Je pense depuis 2-3 ans, je faisais de la baby gym, du tennis, j'avais une obligation. On m'a inscrit à tous les clubs de sport possible. Et après, à partir de 6 ans, j'ai suivi mon frère comme tous les petits frères. J'ai suivi dans son sport et on a une émulation. On a essayé de se tirer vers le haut dans le basket avec des 1 contre 1 qui finissaient jusqu'à plus d'heures. Après, on a retrouvé cette émulation dans différents sports parce que mon père il vient plus de l'outdoor et de l'escalade. Et donc, on allait aussi voir le Tour de France. Donc, on s'est retrouvé dans le vélo, à monter des cols à fond, essayer d'arriver le premier. Donc, il y avait un peu un mélange de beaucoup de sports et une émulation avec mon frère et mon père qui avait tout fait. Je me souviens que tu m'avais dit ça. Il avait fait. Tu pouvais lui parler de n'importe quel sport. Il avait déjà fait, expérimenté. C'est ça, il avait tout expérimenté. Et donc, il y avait tout qu'il faisait pour monter la cocotte minute, pour donner envie de faire du sport et en compétition dans ma famille. Et l'esprit compétitif, donc, il était déjà très ancré? Oui, je pense qu'on a toujours aimé faire le sport pas pour gagner, mais pour bien le faire, pour essayer de tirer le mieux de ce qu'on peut faire de ce sport. C'est la façon dont on aime faire du sport, c'est de comprendre ce sport et essayer de le mieux faire possible. C'est là où on prend du plaisir personnellement. Donc par rapport à soi, pas tant par rapport à l'autre. Oui. Comment la course à pied elle a trouvé sa place dans ta vie? Il y a eu un déclic le jour où tu as été sur les pas de ton frère qui lui-même courait à ce moment-là? C'est là la vraie bascule? Ouais, c'est un peu comme le basket, hein. C'est marrant. On n'est pas les plus proches, moi et mon frère, mais je l'ai quand même toujours un peu suivi. Et ouais, il a commencé le trail, il se préparait pour l'Ironman de Nice et il avait fait un trail en hiver pour un peu tester sa forme, comme souvent on fait des sports croisés. Et là, je l'ai vu arriver juste à côté de ma salle de basket de l'époque et ça m'a donné envie de faire ce sport. C'était un moment où j'étais un peu perdu, je savais pas quoi faire dans ma vie. Ça m'a tout de suite donné envie. J'ai trouvé ce sport incroyable. T'avais trop de basket? Tu saturais ou tu voyais pas de perspective et de carrière possible si c'est ce que t'envisageais à un moment? En fait, j'ai toujours fait du basket parce que j'en faisais, je pense. Et au bout d'un moment, en fait, je cumule les années parce que l'année d'avant, je faisais du basket, donc je fais encore du basket l'année ensuite. Et en fait, je réfléchissais même pas que je pouvais faire un autre sport. C'est ça, et au bout d'un moment, j'ai vraiment plus de perspective dans ce sport. Et je me sentais un peu limité, je commençais à rencontrer des murs, il y avait toujours des problèmes entre l'arbitre, entre partager un ballon, des choses comme ça qui, au bout d'un moment, je prenais pas un plaisir à aller au match le dimanche. Et donc, c'est pour ça que j'ai arrêté. Et c'est là où j'ai pris un peu mon temps et après, j'ai retrouvé ce sport. Ton premier trail, ça reste un bon souvenir aujourd'hui. Tu avais réussi une jolie course. C'est un chouette moment, ton premier dossard? Ouais, mon premier dossard, c'était un super moment. C'était au Trail d'Aise. Donc c'est très particulier. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait des courses en bord de mer comme ça, bord de mer, vue sur la mer. Et c'était un 10 bornes avec 500-600 dénivelés. Et je suis arrivé au sprint avec Jérémy Saint-Voirin. Je m'en rappelle encore, c'était marrant. C'était mon premier copain pendant le trail que je me suis fait. Jusqu'à ce qu'il finisse devant toi au sprint. Et il m'a gagné au sprint. Parce que, ça je vais dire aux concurrents, mais si vous finissez au sprint avec moi, souvent vous gagnez. Un petit ascendant psychologique. Est-ce que tu as eu ce pressentiment que tu résisterais pas à l'appel du long? Qu'est-ce que aurait dit le Hugo de l'époque si j'avais été à sa rencontre et pour lui expliquer qu'il ferait un 100 miles quelques années après? Est-ce que tu m'aurais dit t'es complètement fou, c'est impensable, ou est-ce que ça aurait été déjà envisageable? C'était un peu un mélange des deux. C'est que au début, quand je faisais du vélo, je disais 30 bornes, ça suffit largement, j'ai pas envie d'en faire plus. Mais à la fois, les vidéos que je regardais sur YouTube ou des choses comme ça qui me faisaient rêver, qui me donnaient envie, c'était regarder l'UTMB World Series sur l'UTMB, sur Madère, sur la Diagonale des Fous à l'époque, où c'était de regarder des courses de vélo, les étapes du Tour de France quand il y a les grands cols, quand il y a les longues étapes. Donc, en fait, c'est ça qui m'a toujours fait rêver. Après, je pense, j'aurais pas cru forcément le faire, mais c'est ça qui m'a toujours fait rêver. Ce que tu viens chercher là sur le long, c'est vraiment cette... j'ai l'impression en tout cas, cette idée un peu d'inattendu et d'imprévisible. C'est ça que tu cherches. C'est peut-être un trait commun à pas mal d'ultra-trailers. C'est indispensable pour toi d'avoir cette espèce de scénario pas anticipable sur ce genre de format qui fait que tu as
tu as envie d'y aller, d'y retourner de plus en plus? Est-ce que c'est ça qui t'excite un peu? Je pense ce qui m'excite, et j'en parlais encore avec des copains, c'est surtout ce côté un peu inimaginable. On n'arrive pas à se projeter, on veut dire, sur un D-board, on peut se projeter, je vais faire 3,30, premier kill, deuxième kill, troisième kill, je vais aller à la space. On peut travailler sur des paces, des choses comme ça, mais c'est tellement long, c'est dur de se projeter, surtout que il y a un peu, je pense qu'on restera toujours un peu le côté petit prince, rêveur d'aventure, et c'est ça que j'aime bien dans l'ultra. À quel moment tu t'es dit que tu avais des capacités particulières, que ça valait le coup vraiment de t'y consacrer plus pleinement? J'ai jamais réfléchi comme ça. Moi, je pense que je me suis toujours dit, si j'aime, je peux être bon. Donc, j'aimais faire ça, donc je l'ai fait à fond. À fond, ça voulait dire beaucoup d'intensité, beaucoup de volume très, très tôt? Je pense À partir du moment où tu as découvert? c'est assez marrant. C'est ma 3e semaine de course à pied. J'ai fait plus de 100 km. Je faisais déjà du bi-quotidien. Je dis pas que c'est bien de faire ça, hein, mais c'est pour montrer un peu le. En fait, j'ai tout de suite poussé les curseurs très vite. Après, j'ai eu une petite envie. Je conseille pas, mais en tout cas, je pense. Oui, quand on aime, il faut faire à fond les choses. Et après, j'ai appris mes erreurs. Par extension, avec ce que tu viens de dire, j'ai le sentiment, et je t'ai entendu plusieurs fois sur ce terrain-là, pour toi c'est important de pouvoir être à fond tout le temps. Tu opposes parfois ultra trail à de la rando, enfin tu vois, t'es pas là pour toi marcher, ou en tout cas être en balade, en promenade sur une fin de course ou autre, c'est pas quelque chose qui est très naturel pour toi ou que tu as envie de faire, c'est pas la discipline dont tu as envie. En fait, tu as vraiment besoin de pousser et d'être en intensité quand même relativement soutenue autant que possible. Ouais, c'est moins noble en fait, c'est ça? Non, mais c'est juste parfois j'entends que je vais faire une course comme ça avec les copains, un truc comme ça. Déjà, c'est un truc, je trouve, quand on fait une course, il faut la faire à fond. Si on prend un dossard, c'est pour le faire à fond, sinon, c'est ce que j'avais dit, c'est marrant. Je pense que ça va faire rire certaines personnes que je connais. Sinon, on peut faire une sortie avec ses copains le dimanche et là, on passe une bonne balade en montagne et on peut parler, on peut discuter. Mais je pense que, par exemple, j'ai pris un dossard à Trail de la Sainte-Baume, c'est pour essayer de le gagner, en fait. Et ça, c'est clair. Quand je prends un dossard, peut-être pas demain au Semi de Paris, là, peut-être pas. Mais en règle générale, quand je prends un dossard, c'est pour me donner à fond et que ça soit un ultra trail ou un trail court. Ça, c'est sûr. Le Semi, là, demain, je rebondis. T'as quand même une idée de temps? Pas me blesser, parce que c'est marrant, c'est que moi je cours jamais sur route, jamais sur piste en fait, et à chaque fois je cours un peu sur route, sur piste, j'ai les genoux, les chevilles qui font mal plus que sur un 100 miles, donc pas me blesser. Moi la route c'est un danger pour moi. Tu prends quand même une certaine forme de plaisir? Est-ce que ça peut venir, si c'est saupoudré dans une année, est-ce que ça peut être un plaisir, ou c'est vraiment pas le truc que tu vas privilégier jamais? Faut vraiment que le glaçage soit très léger sur le gâteau. Au risque d'être écœuré. C'est quoi toi, les ingrédients indispensables pour une course? Qu'est-ce qu'elle doit avoir à tout prix pour qu'elle vaille le coup d'être courue? Il y a ce côté la jouer à fond, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans tout le décorum, tout ce qu'il peut y avoir l'avant, après, les gens? Enfin, qu'est-ce qui compte pour toi pour te dire, ok, celle-là, j'y vais, elle me fait vraiment envie, elle me réjouit? Faut qu'elle me fasse rêver, mais pour qu'elle me fasse rêver, forcément, chaque fois c'est différent. On va dire, le Trail de la Sainte-Baume, c'était pas forcément la course que j'avais envie. C'est pas la course qui me fait le plus rêver au monde, mais c'est une course près de chez moi. Ils ont réussi à ramener du monde avec de la concurrence et tout. Et d'un coup, ça m'a fait un peu monter la sauce et ça m'a donné envie d'y aller, en fait. Et c'est un peu comme ça, c'est que faut qu'il y ait un parcours qui me donne envie, que ça soit sur mes aptitudes, sur ce que j'aime faire, on va dire. J'aime pas courir vite à plat. Je pense que la Western States, peut-être je la ferai un jour, mais c'est pas dans mes objectifs prochains, parce que c'est pas une façon de courir que j'apprécie moi. Et donc faut que ça soit sur mes aptitudes. Je pense que sur les choses que j'aime faire, et à la fois qu'il y ait une concurrence assez belle, parce que je trouve que le combat est toujours plus beau quand on a des beaux combattants. Petite pause d'autodiagnostic, Hugo. Ce que tu considères être toi aujourd'hui, tes dons, ce que tu sais bien faire à la fois d'un point de vue physique, d'un point de vue mental, quels sont tes atouts que tu avais soit de façon naturelle ou que tu as su développer avec le temps, et puis les zones où tu as l'impression qu'il y a encore des progrès à faire, tu vois, je pense qu'il y a toujours des optimisations possibles. Voilà, comment est-ce que tu donnerais un aperçu aujourd'hui, toi, de ta cartographie de tes capacités et puis de là où tu dois encore bosser? Je pense que ma force, c'est quand même d'être fort sur un peu tout. Je pense que je l'ai encore prouvé la semaine dernière, de réussir à faire un 30 km à un très bon niveau, et faire un 90 il y a 6 mois avant à un très bon niveau, même un UTMB, même si je l'ai abandonné, mais j'étais quand même sur un très bon niveau. Donc je pense que ma force, c'est ma polyvalence, c'est réussir à être fort sur du format court comme sur du format long. Ça, c'est une de mes grandes forces. Et je pense que mon défaut, ça va de mieux en mieux. C'est toute la prépa mentale que j'ai fait, c'est la constance, de ne pas vouloir trop en faire,
d'accepter de se reposer, d'accepter. Je pense que c'est plus des choses au quotidien en fait que j'apprends et qui me font du bien le jour de la course et même en règle générale dans la vie. Sur le mental, là, tu t'es entouré la dernière fois qu'on se voyait, c'est ça? Tu me parlais de quelqu'un qui venait Oui. t'accompagner dans cette démarche-là. Vous travaillez encore ensemble aujourd'hui, tu Oui. vois des avancées notables? Il s'appelle l'Anima Performance pour son titre professionnel. Et oui, je vois des avancées notables. Et surtout, les avancées notables, c'est d'un point de vue dans la vie du quotidien. Je me sens beaucoup plus relâché sur mon entraînement, sur ce que je dois faire. J'avais quand même une tendance à du toujours plus parce qu'on est dans une quête de performance, d'être le meilleur de soi-même, le meilleur possible. Et donc, on pense qu'il faut toujours en faire plus pour être le meilleur. Et j'avais un peu ce côté boulimique de l'entraînement. En faire trop, donc? Ouais, en faire trop. Impulsif, c'était instinctif, c'est ça? Ouais, c'était instinctif. J'avais un peu ce côté, si je fais pas mes 3 heures d'entraînement par jour, ça ira pas, ou des choses comme ça. Donc, je sais pas, à titre d'exemple, j'ai fait des années à plus de 1100 heures les années précédentes, et l'année dernière, j'ai fait que 800 heures. Donc, et je me sens en meilleure forme physique, et j'ai fait des progrès, des records que j'avais encore jamais fait. Donc, Et t'as pas eu cette mauvaise conscience que tu pouvais parfois ressentir quand tu n'avais pas le sentiment d'avoir poussé assez? Non, ça va beaucoup mieux. Et donc, ce côté accepter de bien faire les choses et pas tout enlever le toujours plus. Est-ce que tu as un conseil que tu as entendu au fil de ton parcours là, qui résonne particulièrement en toi et qui peut une espèce de fil rouge, une espèce de guide dans ce que tu fais? J'écoute beaucoup tout le monde. Ouais, c'est un conseil, ouais, s'écouter. Vraiment, moi, je pense que je m'entraîne. Déjà, à titre d'exemple, moi, je me suis jamais entraîné avec un cardio ou des choses comme ça. J'ai quand même une montre GPS, hein, je vais pas faire l'homme de la préhistoire, mais je pense beaucoup s'écouter. Moi, après, j'ai la chance d'être athlète professionnel, donc de mettre les entraînements au moment où j'ai envie, selon ma fatigue. Mais en tout cas, je pense que quand on est très motivé et qu'on a vraiment pas envie d'y aller, c'est quand même mauvais signe. Et ça, je pense. Et quand on a vraiment envie d'y aller et qu'on n'a pas d'entraînement, faut y aller aussi dans les deux sens. Et je pense, s'écouter en règle générale. Ça, je le fais beaucoup. Je voudrais parler d'une semaine type. Tu l'as un peu dit là, si on fait le calcul de tes 1100 heures à peu près, ça nous donne des idées. Mais globalement, le volume, en fonction de l'objectif que tu vas cibler, c'est entre 20 et 30 heures, c'est ça, par semaine beaucoup moins maintenant. Ouais, beaucoup moins. Là, je suis plus entre 15 et 20 heures. Beaucoup running, tu as repondéré un peu plus le running versus le... C'est ça, en fait j'avais plus de plaisir, je croisais beaucoup à vélo moi, et je pouvais commencer en ski et tout, mais en fait ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie mentale, et je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'heures d'entraînement. C'est mon avis sur l'entraînement, mais on n'a pas beaucoup d'heures en fait dans l'année, même si on s'entraîne 800 heures, mais dans une année c'est pas tant 800 heures en fait. Quand on y va, faut être spé, faut réussir à progresser, et c'est pour ça que j'ai l'impression que me concentrer, en tout cas tant que mon corps l'accepte et que j'ai pas de blessure, me concentrer sur le running à fond, je préfère. La séance sur laquelle tu traînes un peu plus les pieds que les autres, il y en a une? Souvent, moi en fait je traîne beaucoup plus des pieds, comme cette semaine-là où c'est des semaines un peu tampons, où il faut un peu faire et pas trop en faire. Et ça c'est souvent très dur pour moi, faut y aller 1h30, mais même ce que j'aime pas c'est sortir pour pas faire grand-chose. Ça c'est vraiment le plus dur, limite j'ai plus de plaisir je traîne jamais des pieds sur une grosse sortie où je vais me faire mal parce que je sais que faut y aller et tout, mais ce qui est dur parfois c'est la sortie l'entre-deux, c'est les sorties que j'ai du mal. Donc c'est entre intensité et durée, voilà, quand t'es dans... oui, c'est ça, c'est souvent quand il faut sortir 1h et quart juste pour récupérer mais pas rien faire. Et ça, parfois je préfère limite rien faire. Merci beaucoup pour cette introduction, Hugo. On va passer maintenant à notre questionnaire de Proust, la rubrique suivante du podcast. J'ai 3 questions pour toi. La première d'entre elles, comment tu finirais la phrase « Je suis heureux quand ?» Quand je suis en forme. Ok. Donc quand t'as pas de pépins, quand t'as physique. On va parler, en tout cas, on reste sur le point de vue sportif, ouais. Oui, quand je suis en forme, je sais que j'ai eu une blessure il y a 1 an et demi, et ça, c'est une tendinite sous le pied, et ça, c'était dur. Je me rappelle que, être blessé, c'est quand même, je pense, une angoisse de tout sportif de haut niveau. Donc, quand je suis en forme, je suis heureux. Et une journée off, une journée où t'as pas de sport à l'agenda, qu'est-ce qui te fait plaisir? Dans quoi tu vas aller passer du temps quand t'en as? Moi, je suis quelqu'un de très casanier, donc je pense que je peux rester toute la journée à pas faire grand chose. Et ça, je pense que c'est une de mes forces parce que je sais vraiment me reposer comparé à d'autres athlètes. J'ai pas besoin d'aller sortir pour voir du monde et des choses. Ça, je suis un petit ours. Donc, moi, j'adore les jeux vidéo et les choses comme ça. Donc, parfois, je peux aller regarder du League of Legends ou des choses comme ça. Et je suis un grand fan de e-sport. Donc, je pense que je suivrai du e-sport à fond pendant une journée off. Et la musique, si je me souviens bien aussi. Ouais, la musique, j'écouterai pas mal de musique. On avait parlé de Jul dans notre précédent échange.
Deuxième question pour toi, Hugo. L'émotion que tu gères le moins bien? Je pense le conflit. J'aime pas le conflit avec les gens. Quand j'ai des... Ouais, les conflits, j'aime pas. Donc tu évites? Ouais, je suis quelqu'un qui qui relativement évite le conflit. Et quand il y a un conflit, c'est quelque chose qui me pèse un peu. Et donc t'en provoques jamais? Je pense que ça va être un peu provocateur, mais au fond, je vais quand même m'arrêter toujours. Tu taquines. Ouais, je taquine. Tu Je joues vais un toujours peu. m'arrêter au moment où il y a le gros conflit. Ce qui te met le plus en confiance? Bien m'entraîner. Ça, je pense que c'est le truc qui me fait le plus plaisir dans ma vie, c'est de bien m'entraîner. C'est quelque chose que j'adore, de sentir mon corps en forme. Et ouais, quand il y a les entraînements qui se déroulent tout bien, c'est vraiment un plaisir. Donc arriver sur une ligne de départ serein, en ayant l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait, et puis ouais, c'est le ça reste t'appartient plus, mais au moins de ce que tu maîtrises, t'as fait ce qu'il fallait. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est très agréable. Merci beaucoup Hugo. Je vais présenter maintenant ta course épique dont on va parler aujourd'hui, le Nice by UTMB. Donc on va s'attacher un peu plus à l'édition 2022. Pour présenter la course en quelques mots, donc le Nice by UTMB plante son décor au tout début de l'automne. C'est une période vraiment chouette. Elle a un petit goût d'été qui se prolonge. C'est très agréable, surtout pour les Parisiens comme moi là, qui a eu la chance d'y aller cette année, là, en septembre l'année dernière. Donc il y a 4 formats différents, du 20 km au format 100 miles qui compte, pour être plus précis, 168 km pour 9000 mètres de D+. Ce dernier part d'Oron et atteint rapidement le point culminant du parcours à plus de 2650 mètres d'altitude. Le Rabuon et ses paysages minéraux uniques le long du chemin de l'énergie. N'hésite pas à me reprendre parce que tu connais par cœur, c'est un peu ton terrain de jeu. Après avoir traversé des forêts de châtaigniers et les méandres de la Tinée à plusieurs reprises, les coureurs ont la chance de longer les merveilles du massif du Mercantour, puis d'évoluer sur de belles crêtes à la mi-parcours à plus de 2000 mètres d'altitude. Ensuite, direction plein sud, à travers des paysages plus méditerranéens. Ça me faisait rêver dans notre échange préliminaire. Tu me parlais de pain, tu me parlais de jolies choses. Ça donnait envie. Un dernier effort pour franchir ensuite les 4 monts, le mont Leuze, le mont Vinaigrier, le mont Alban et le mont Boron. Et au détour d'un escalier abrupt, les coureurs se retrouvent en bord de mer, un paysage féerique bien différent de ce qu'ils ont pu rencontrer souvent comme décor jusqu'ici. C'est vrai que c'est très atypique et très agréable cette arrivée. Et puis, il est très dangereux cet escalier. Ouais. il est raide. Hein. Ouais, il est raide. Quand t'as vu une jambe, faut pas tomber parce que je trouve qu'il a un côté un peu surtout quand on a 170 bornes dans les pattes quasiment. Je pense que c'est difficile. Moi, je suis arrivé, j'en avais que 20, donc c'était un peu plus tranquille. Et puis la vue sur la promenade des Anglais était absolument magnifique. Et donc voilà, c'est la promenade des Anglais qui est le cadre de l'arrivée. Et puis pour certains, alors toi, il faisait pas très beau, mais tu n'avais peut-être pas très envie après 100 miles. Il y a la petite baignade à l'arrivée aussi avec la médaille autour du cou qui est pas désagréable. J'ai eu le plaisir de faire ça le mois de septembre dernier. C'était en 2022, donc la première édition de cette course. Vous étiez alors 333 partants sur la ligne de départ pour 197 finishers à l'arrivée, donc 41% d'abandon sur cette édition. C'est fou, ouais. Je pense que c'est pas le bon premier 100 miles. Hein. On en reparlera, mais je ne conseille pas en premier 100 miles. Ouais, et puis il y a des conditions pas très simples en plus, météo. Hugo, c'est l'heure de l'autre rubrique du podcast qui s'appelle la question qui pique. Voilà, une question un peu déconne, bienveillante. Là, ça va être un vrai faux. Okay. Je ne sais pas si tu as entendu parler du casse du siècle qui s'est produit à Nice en 1976. Je pensais à Genève. Mais... Ah ouais. Et ben là c'est Nice, il y en a un qui a donc quasiment 50 ans. C'est un braquage de la Société Générale qui est resté dans les annales pour l'audace et l'ingéniosité de son chef d'orchestre. Argent liquide, lingots, bijoux, le butin a été difficile à évaluer dans un premier temps et n'a d'ailleurs jamais été retrouvé. Il a été estimé à 46 millions de francs, donc à peu près 30 millions d'euros. Et ce méfait est l'œuvre d'Albert Spaggiari, un photographe et aventurier, connu à l'époque pour ses liens avec le milieu du crime. Donc j'ai 3 vrais faux concernant cette affaire. Une chance sur 2, ça va bien se passer. Je pense que ça va être qu'une chance sur 2 parce que là, j'y connais pas grand-chose. Non, mais moi non plus, mais fais ta confiance. En tout cas, c'est un gentleman. C'est une espèce d'Arsène Lupin, en tout cas, du vol de ce que j'ai compris. Okay. Au lieu d'utiliser la force et la menace, Spaggiari et son équipe ont opté pour une approche bien plus élégante. Ils ont loué un local dans la rue voisine de la banque, ont creusé un tunnel pour accéder à la salle des coffres et ainsi commettre leurs méfaits. Est-ce que ça te paraît possible? Oui, vrai. C'est vrai, absolument. Ils ont passé des mois à creuser un tunnel de 8 mètres de long. Et donc, ils ont accédé à la salle des coffres pendant le week-end. Et le casse a été découvert que le lundi matin, tu vois, donc 2 jours après. Et il y avait un message qui avait été laissé par les cambrioleurs qui proclamait « Sans armes, ni haine, ni violence ». Ah, c'est beau. Élégant quand même. Ah, c'est classe. Il manquerait plus qu'ils redistribuent l'argent aux plus démunis. Et ça serait, je crois que dans mon contrat d'IDA, j'ai pas le droit de dire du bien des criminels. Hein. Non, c'est ça. On ne peut pas encourager ça, bien sûr. Spaggiari, il a été arrêté quelques mois plus tard, c'est ma deuxième question, mais il a réussi à s'échapper en sautant par la fenêtre du palais de justice avant de s'enfuir ensuite à moto. Il ne sera jamais repris ensuite et il passera le reste de sa vie en cavale. Vrai ou faux? Il a sauté de... Il a sauté du palais de justice, il a jamais pu être jugé. Eh ben si, il a réussi à faire ça. Ah ouais. Il a disparu jusqu'en 1989, l'année de sa mort. C'est le saut en fait, je trouve ça incroyable. Ouais, alors c'était peut-être au rez-de-chaussée. Ouais, c'est vrai. On ne sait pas. Mais en tout cas, il a réussi son coup. Et donc, il a effectivement jamais pu être J'ai jugé. une image dans ma tête, je l'ai vu sauter. Ouais. Non, mais c'était peut-être effectivement. Et tout, il était peut-être au 3e étage, j'ai pas le détail.
Dernière question, 1 sur 2, c'est pas mal. Spadjari a connu une cavale qui fut aussi médiatique parce que pendant des années, il a largué la police ensuite en écrivant des livres. Il a accordé des interviews à un présentateur qui s'appelle Bernard Pivot. Il envoyait chaque année ses vœux au président aussi. Parce que c'est faux. Hein. Et il a gagné le Cross du Mont Blanc en 1987 aussi. Ouais, je pense que c'est faux là. Et là, c'est faux, absolument. Alors, tout est faux. Enfin, non, rien n'est faux si ce n'est le Cross du Mont Blanc, effectivement, parce que pour tout le reste, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Donc, j'ai rajouté cette petite, il a fait des cette livres, petite blague. Ouais, il a écrit des bouquins, il a fait des interviews, tu peux les voir sur YouTube. Il répond face caméra à des interviews alors qu'il est en cavale. J'adore cette insolence. Ouais, c'est chouette, hein. Ouais, il est sacré personnage. Donc voilà, a priori, sauf s'il a pris un nom d'emprunt sur la course, ce qui est possible, il n'a pas gagné le Cross du Mont Blanc cette année-là. Bravo. 2 sur 3, c'est bien, tu l'as pas volé, cette question qui pique. On va passer à Tanis by UTMB, donc une course de haut vol, dont le prize money n'était peut-être pas exactement du même ordre de ce qu'a raflé Spadjari et ses 46 millions de francs à l'époque. T'as peut-être pas le droit de parler d'argent non plus, ni de... Oh non, mais il y avait 0 en prize money, si vous voulez savoir. D'accord, problème réglé. Je voudrais qu'on vienne à la genèse de ta participation à la course qui n'était pas nécessairement prévue dans ton calendrier. Elle est consécutive à ton abandon sur la TDS. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cet abandon-là et puis nous dire qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que c'était un bon moyen? Il y avait finalement un potentiel de forme que tu avais envie d'exploiter et de ne pas mettre sous le tapis finalement, alors que tu avais bien bossé pendant les mois d'avant. Ouais, bah la TDS, en fait, je pense que ça va faire rire beaucoup de gens. Je suis parti avec une chaussure de route, avec des Boston. Pourquoi? Mais en fait, c'est assez roulant jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Et je pense que ça passe en chaussures de route jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Et donc, tu avais prévu de changer à ce moment-là? Je sais pas, en fait. J'ai pas voulu changer de chaussures. Je me suis dit, je suis bien. Et les gens qui ont déjà fait Bourg-Saint-Maurice jusqu'à Beaufort, c'est quand même technique. Et là, c'était une belle bêtise. Et aussi, la deuxième bêtise dans l'affaire, c'est que, en fait, dans cette année-là, j'ai pris 3 ou 4 cm. Et j'ai pris une demi-pointure. Donc, je suis passé de 44 2 tiers à 45 1 tiers. Et en fait, même ma chaussure de route était petite. Et en fait, j'arrivais pas à comprendre. Je pensais pas pouvoir avoir grandi à 21 ans, à 22 ans à l'époque, ou 23 ans. Sachant que tu étais déjà très grand. Ouais, en plus. Et c'est pour ça que je trouvais ça fou. Et donc, c'est un peu un mélange de bêtises de bêtises surtout. Et donc, je me suis cassé les ongles du pied. Les deux, j'avais plus d'ongles. Donc, j'arrivais plus à avancer. Ça me faisait beaucoup trop douloureux. Trop douloureux. En fait, je pense qu'il serait été arraché, ça aurait été mieux. Mais le problème, c'est que ça restait, ça faisait une pression avec le sang. Et je sais pas si vous avez déjà eu ça. Mais ils sont arrachés ou ils ont juste noirci? Noirci. Non, ils sont noircis. Il y avait le sang. J'aime pas. T'as déjà fait percer comme ça une ampoule sous un ongle? Je sais pas, mais c'est un régal, ça. Je préfère qu'on continue cette discussion. Je pourrais t'en parler, j'ai eu ça au Marathon des Sables, c'est génial. Ah, mais j'ai pas. Ça va aller. Bon appétit. Et et donc j'ai abandonné en fait sur blessure, pas sur problème physique. Donc réellement, oui, j'étais très fatigué, mais ça allait. Et donc j'ai voulu surfer sur la forme de cette préparation de la TDS qui était quasiment à 100 miles. C'est quasiment comme un 100 miles, ça se gagne je crois en 18 heures. Donc c'est à peu près même taux horaire qu'on se prend. Et donc je suis allé sur le 100 miles de Nice pour me rattraper, pour faire une belle course. Donc là, en soi, ça redevient un objectif A, ou tu as quand même le sentiment que c'est un objectif secondaire auquel tu rattaches un peu plus d'importance, ou est-ce que vraiment tu le remets en haut de ta pile et avec un engagement entier? De toute façon, quand on démarre un 100 miles, je pense qu'il faut un engagement entier parce que sinon, de toute façon, on ne finit pas. Et comme toute course, comme je disais au début du podcast, quand on fait une course, c'est un engagement entier. Et encore plus un 100 miles parce qu'on ne va pas à la fin sinon. Et oui, je savais que c'était ma dernière course de l'année. Après ça, j'arrêtais la saison. Donc, j'étais à fond. Le but, c'était de finir et de tout donner. Donc ouais, j'étais ravi d'y aller. C'était sur mes terres où j'ai grandi, donc j'étais très content d'y aller. On avait évoqué le sujet lors de notre échange au Marathon du Mont Blanc, les abandons, il y en a eu quelques-uns au fil de ton parcours, récemment d'ailleurs à l'UTMB l'année dernière. Est-ce que tu les apprends différemment aujourd'hui avec le temps, avec l'expérience? Ou est-ce que chacun en soi a peut-être une raison différente d'être, que toi aussi psychologiquement tu vas le gérer différemment? Est-ce que tu sens que tu as plus de recul peut-être par rapport à l'abandon aujourd'hui? Déjà, ce qui m'a fait du bien aussi, c'est de parler avec des anciens, avec par exemple Ludovic Pomeroy, qui a eu aussi beaucoup d'abandons à l'époque, quand il avait commencé à 27 ans, 28 ans, et même c'était même plus vieux que moi, on va dire. Mais en fait, et quand je vois, je sais pas pour blâmer les gens, mais quand je vois Thibaut Barognan qui est encore abandonné à la CCC cette année, en fait, c'est là où je vois que les gens qui commencent l'ultra et qui sont sur un haut niveau de performance, c'est très dur d'être régulier comme un François Den, comme une Courtenay, comme... Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à chaque fois réussir à finir la course à peu près dans des bons temps. Et je pense parfois le trailer un peu qui est là pour finir la course se rend pas compte aussi de l'exposition, du risque qu'on se met en exposition.
Et c'est pour ça que l'abandon est quand même, ça arrive, je pense, quand même plus rapidement sur un des athlètes de haut niveau que peut-être sur des finishers. Est-ce que toi, tu as le sentiment d'avoir aussi ce tempérament très joueur, un peu all-in, tu vois, de tenter soit exceller et être devant et jouer vraiment la gagne, prendre le risque en tout cas de pas finir, ou est-ce que tu peux avoir une approche un peu plus tempérée aussi, stratégiquement? Bah, je trouve que en fait, je suis de plus en plus tempéré. L'UTMB, en fait, j'étais quand même assez tempéré. J'étais quand même, je pense, milieu de la nuit, j'étais encore 20e à Courmayeur, j'étais 50e à Contamine. Je suis comme Ludovic qui était derrière moi, mais il était à 30 secondes derrière moi, je le voyais quasiment derrière moi. Je suis parti très prudemment. Après, bon, c'est un 100 miles, je pense que si les gens ont déjà fait un 100 miles et essayer de quand même donner un peu dans le 100 miles, parce que bon, oui, je pourrais y aller pour être finisher, mais on essaie de quand même prendre au bout d'un moment un peu des risques. C'est quand même c'est pas évident. Après, est-ce que j'aurais pu finir l'UTMB ou pas? Oui, peut-être. C'est toujours dur après coup de changer l'histoire ou de réécrire. Ouais, de réécrire l'histoire, c'est toujours dur. Après, je sais que maintenant les abandons, je les prends de mieux en mieux parce que en fait, je sais que l'exposition on se met et je sais comment le corps on le pousse. Et moi, je pense que les gens, aussi, faut savoir que quand on abandonne aussi, c'est pour préserver notre corps. Que ouais, j'ai envie de faire une longue carrière et que quand je fais 2 malaises à l'UTMB, je pourrais m'arrêter, boire, manger pendant 1-2 heures et aller chercher le finisher. Mais je sais pas si pour mon corps, pour ma santé, c'est bien. Et j'aime le trail, hein, j'adore, mais j'ai aussi une santé la gestion de long terme aussi c'est ça. à préserver. Quelle prépa t'as pu mettre en place là, entre la TDS donc, et le départ de Nice by UTMB il y a à peu près un gros mois. Tu es reparti la fleur au fusil et tout de suite tu as pu remettre un peu d'intensité, du volume comme tu voulais? Bah, je me suis reposé pendant 1 semaine, 2 semaines et après j'ai fait la reconnaissance où ça a mis du volume. En fait, j'ai reconnu le parcours 1 semaine et après je me suis reposé. J'ai juste gardé la forme. J'ai pas fait des miracles dans cette période-là. J'ai juste tiré la forme pendant 1 mois. Et... C'est facile d'étendre son plateau de forme? Non, c'est super dur. Je suis allé à Nice cette année sur le 60 km après l'UTMB pour chercher ma qualification à la CCC. Et je pense que c'était une de mes courses les plus dures. Je l'ai fini la course, mais je pense, au bout du 15e kilomètre, j'étais dans le mal. Là, à l'époque, cette année, j'ai fait le 60 bornes en 2023. Et c'est très dur d'étendre sa forme sur 1 mois, 2 mois, je pense. Quand je vois Jim Wamsley qui gagne même le 100 bornes de Nice, même s'il y avait une belle concurrence quand même, et avec un temps très fort, c'est beau de réussir à rebondir après une victoire sur l'UTMB qu'il attend depuis si longtemps, et ça, je trouve, c'est très respectable. Tu as parlé de la reconnaissance là, du parcours, donc tu es originaire de la région. À quel point tu la connaissais globalement, enfin dans son intégralité ou partiellement? Est-ce que tu avais un peu une idée assez précise? Non, je connaissais pas tous les chemins quand même. Non, il y avait quand même beaucoup de chemins que j'avais encore jamais pratiqués. Donc, en fait, je connaissais plutôt l'atmosphère, les lieux. Je connaissais un peu les alentours, mais je connaissais pas précisément. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'inspire le parcours, en tout cas sur le papier, ou sur ce que tu as pu en observer globalement? Est-ce que tu as l'impression que c'est une course pour toi? Avant la course, ouais. Alors je pense que je m'étais entraîné bien pour ce format et oui, je me suis dit c'est une course pour moi, c'est du trail, il y a du dénivelé, il y a du D-, c'est technique au début, donc ouais, je me suis dit que je peux faire quelque chose. Est-ce que le fait que ce soit une course quasi à la maison pour toi, puisque tu as grandi à Nice, c'est ce que j'ai compris, ça crée une émulation additionnelle, une pression supplémentaire, ou ça change pas grand-chose? Non, si, ça change un peu, il y a quand même ce côté, on passe à des endroits où j'ai commencé à la randonnée quand j'étais petit, ouais, si, ça change, ça donne une petite émotion. Quand j'arrive à la promenade des Anglais, moi, ça me fait penser à je sais pas, quand on était c'était quoi le championnat d'Europe on n'était pas en finale en championnat d'Europe de football en 2015, 2016. Moi, je me rappelle d'une soirée où on perd contre le Portugal. Ouais. Voilà, moi, je me rappelle d'une cuite sur la promenade des Anglais avec mes copains, en fait. Et... C'est bien, tu t'en rappelles, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Et oui, ça me rappelle des petits souvenirs comme ça. Moi, souvent, j'allais à Nice pour faire des soirées au lycée, donc c'est des souvenirs comme ça qui reviennent. C'est sympa. T'as qui comme équipe autour de toi sur la course? Il y a ton papa qui est habituellement là pour les ravitaillements. Est-ce que c'est le cas encore cette fois-là? Ouais, toujours mon papa et ma sœur qui sont souvent un peu le duo qui sont ensemble pour faire les ravitaux sur la course quand ils peuvent être tous les deux là. Et après, il y avait ma famille, mes grands-parents, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Il y avait de la banderole un peu? Il y avait des banderoles, non. On est resté soft, mais il y avait du beau monde tout au long du parcours et c'était agréable.
Et il y a les trailers du coin qui me reconnaissaient aussi, donc c'était vraiment sympa d'être à la maison. On n'en a pas parlé en détail jusqu'à maintenant, mais c'est une première pour toi, ce format 100 miles. Ça soulève quoi comme question et puis comme attente? Bah, le format 100 miles, c'est ce qui me fait rêver, c'est ce qui me fait peur. Là, j'ai encore regardé, je sais pas si t'as regardé la vidéo de YouTube de François Den, le retour. Non, pas encore, ouais. Et bah moi, c'est un peu ces gars-là comme ça qui me font rêver, quoi. Ouais, François, c'est un mec vrai, je trouve, qui quand tu vois sa vidéo, qui il revient sur la dia, que c'est une aventure. En fait, je trouve qu'il y a ce côté sur 100 miles, il faut donner toute son âme, comme dirait Nekfeu. On donne toute son âme, et parce que t'es obligé, parce que sinon, déjà juste pour finir, tu peux pas. Et il y a plein d'inconnus, plein de choses à gérer. Ce rêve, en fait, c'est un petit rêve. En fait, on fait son petit rêve quand on fait un 100 miles. C'est quoi ton objectif, donc compte tenu de ça, du fait que ce soit une première? Est-ce que c'est la gagne, malgré tout? Oui, réellement, c'était vraiment le finir. Je suis vraiment parti pour le finir. Mais en fait, je savais que si je le finissais, j'avais la gagne parce que, sans être prétentieux, c'est que d'un point de vue niveau intrinsèque, logiquement, en tout cas, je jouerais vers la gagne si mes jambes, si j'ai pas d'énormes coups de mou. La stratégie que tu avais imaginée en amont? Me sentir le mieux possible pendant le plus longtemps de la course. Donc, purement de l'écoute et de l'instinct. En gros, Ouais, t'as pas de temps de l'écoute. passage, t'as pas tout ça. C'est vraiment, en plus, il n'y a pas vraiment de référent comme c'est la première édition, donc c'est plus y aller toi. Souvent, je fais des temps de passage, mais c'est jamais précis à 2 minutes près. C'est plus pour avoir à peu près la quantité de nourriture et de boissons que je vais prendre. Sur aucune course, j'ai des temps de passage. C'est juste, j'estime juste pour savoir, ma nutrition. Mais ouais, le but réellement, j'ai vraiment essayé d'être pendant le maximum d'heures dans une facilité d'effort le plus longtemps possible. C'était vraiment ça ma stratégie. Et en termes de nutrition, à quel point tu soignes et t'étudies en amont, en tout cas à l'époque, je crois que ça a un petit peu évolué depuis. À quel point tu es attentif à cette partie-là? Oui, je comptais le nombre de glucides par heure, des choses comme ça. Après, forcément, il y a des choses que j'ai changées maintenant à l'époque. Mais oui, en fait, l'idée, c'était vraiment d'être dans une facilité de course qui permettait de vraiment pouvoir manger facilement, un peu comme quand on dit quand tu es en endurance et quand tu peux parler avec ton copain, que tu peux être tranquille, bah, c'était vraiment l'idée pendant toute la course de pouvoir manger ma barre, même si c'est insolide, facilement. C'était un peu ça l'idée durant la course. Et donc la nutrition, oui, il y avait c'était plus une stratégie d'écoute, mais oui, il y avait des quantités à manger aussi que je m'étais mis en place. Ça y est, Hugo, nous sommes le 23 septembre 2022, il est bientôt 13h. C'est pas une heure très habituelle, ça, pour un départ. On voit souvent des trucs le matin, très tôt, ou dans la nuit. Mais 13h, ouais, c'est bien. Ouais, tu valides cet horaire? Je valide beaucoup comparé à un horaire de départ à minuit ou 23h. Quelles conditions météo annoncées sur la course? Ça a été un sujet ensuite, mais tu t'attendais à quoi? Bah, il a fait beau toute l'après-midi et il a commencé à faire un peu moins beau dans la nuit, et encore c'était du brouillard, c'était pas vraiment de pluie, et il a vraiment plu le matin, donc il y a eu des conditions difficiles. Après, on est sur l'ultra, on part en montagne, donc forcément on a une météo à s'adapter, mais à part sur la fin où il a commencé à pleuvoir, mais c'était déjà une partie beaucoup plus urbaine, on était moins en altitude, pour ma part. Je sais pas où tout le monde était, mais pour ma part, donc la météo ça m'a un peu miné le moral, parce qu'on préfère toujours courir sous le soleil que sous la pluie, mais c'est pas dérangeant, c'était pas dangereux par rapport à là où j'étais durant la course. Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes avant de te lancer? Un point enfin, c'est pas de l'appréhension, en tout cas une interrogation. Finir. Ok. Est-ce que je peux finir? Est-ce que je vais avoir la ressource mentale pour tout donner aujourd'hui? Parce que parfois en fait j'ai peur de dire, est-ce que aujourd'hui je vais avoir le mental assez fort pour aller assez loin et finir cette course proprement? T'as déjà senti là que le mental lâchait sur tes courses précédentes? Il t'a fait défaut plusieurs fois? Ah oui, il m'a déjà fait, je pense, défaut plein de fois. Je pense que, et parfois le mental, c'est pas que quand on abandonne qui nous fait défaut, c'est quand aussi qu'on sent, par exemple sur Nice, mon mental il a fait défaut. À un moment j'ai attaqué en pleine nuit alors que c'était ridicule. Je pouvais juste rester avec Jérémy, on en reparlera peut-être, mais ou à l'UTMB quand je vois Baptiste Chassagne qui était devant moi, et c'est l'ego nu. J'adore Baptiste, on s'entend super bien, mais c'est juste que je le connais. Je vais dire, non, mais j'ai envie de le bouffer, le petit Combloux là, le petit Lyonnais là, qu'est-ce qu'il fait? J'ai envie de les manger là. Mais c'est nul, c'est juste l'envie de rentrer dans le top 10. Et parfois, c'est aussi ça le mental. Le mental, c'est pas forcément juste de tenir, réussir à aller le plus loin possible. Le mental, c'est aussi de rester concentré, savoir ce qu'on a à faire. Après, il s'étiole aussi avec les kilomètres et la fatigue. On devient pas très intelligent au fil des kilomètres.
On va donc plonger dans ta course maintenant, Hugo. Le début, il est plutôt prudent, c'est ça, compte tenu du format que tu explores. L'idée, c'est plutôt d'y aller tranquillement. Enfin, tranquillement. Oui, façon de parler, non, hein. mais je suis allé tranquillement. C'est marrant, c'est que je passe derrière mon entraîneur maintenant. C'était pas mon entraîneur à ce moment, mais je passe derrière lui dans les premiers ravitaux. Je le rattrape que à partir de la première grosse montée. Et il a un niveau bien moindre que moi. Oui, je suis vraiment parti très très prudemment. J'avais vraiment l'envie de me sentir très bien pendant longtemps. Donc oui. Il y a ensuite un moment que j'ai lu sur lequel ça s'est bien passé pour toi, qui était la descente vers Isola, au kilomètre 40. C'est le moment où tu as commencé à appuyer peut-être un peu plus? Ou est-ce que ça s'est fait finalement naturellement, tu as remonté petit à petit sur la tête de course? J'ai l'impression que tout le monde avait pris un départ un peu rapide, comme quand on est sur l'UTMB, où on va jusqu'aux Ouches ou même jusqu'aux Cantamines et tout le monde court à fond comme ça. Et là, en fait, c'est juste les heures, je pense, sont passées. Les gens sont revenus un peu à la raison et sont allés sur leur rythme de niveau. Et en fait, je suis revenu comme ça au fur et à mesure. Mais ouais, j'ai un beau souvenir, c'est à Isola. Donc, on a le coucher de soleil. Et là, j'ai croisé un cerf au coucher de soleil sur cette descente d'Isola qui est très technique, très dure. Si vous avez prévu de faire cette course, vraiment, cette descente, c'est très dur. Mais ce cerf, là, coucher de soleil, avant de rattraper Jérémy à Isola, c'était magique. C'était un beau moment, ça. C'est leur gars qui l'a placé là, qui l'a libéré juste avant, en fait, pour Ouais, la tête de course, spécialement pour ouais, vous. c'était un UTMB by UTMB. C'était un cerf by UTMB. Il y avait 2 personnes dedans, en fait, tu l'as pas vu, c'était un costume. Donc, tu prends la tête de course après 6 heures. Il y a ensuite la nuit qui se dessine. Est-ce que, là en particulier, de manière plus générale, la nuit, ça peut être problématique pour toi? C'est quelque chose que tu appréhendes ou au contraire, c'est un moment que tu chéris? Je pense la nuit, c'est que j'aime bien la nuit, mais je pense que c'est que je deviens bête la nuit. C'est un peu comme c'est un peu comme je me sens en soirée, je me sens, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai des moments de folie la nuit. C'est pas de folie, je parle pas d'hallucination, mais la concentration, elle part un peu et je pense parfois je fais un peu des bêtises pendant la nuit. C'est quoi? C'est des sautes de concentration? Je pense que d'un coup, je me sens trop bien la nuit. En fait, j'adore la nuit et c'est un peu que je pense comme quelqu'un à 3h du matin en boîte et qui tout d'un coup, il va danser comme un fou et j'ai un peu ce côté... Ça, c'est parce qu'il a bu. Ouais. Mais nous, c'est pareil, je pense il y a un côté dopamine tout d'un coup qui remonte parfois en pleine nuit. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois sur des courses en pleine nuit. Et ouais, c'est ça, je pense que c'est le mental sur la concentration en pleine nuit qui me fait peur. Et c'est le lever de soleil, là j'ai un gros coup de mou au lever de soleil à chaque fois, je sais pas pourquoi. Et je pense que mon corps il dit mais t'as pas dormi, c'est pas normal. Tu passes une partie de la nuit à 2 avec Jérémy Marin, comment ça se passe? Ça se fait sous la pleine lune. Ouais. Est-ce que c'était une approche concertée? Comment t'es dans ces moments-là? Est-ce que t'es assez loquace? Est-ce que vous parlez ou chacun est quand même assez focus? Vous prenez le relais l'un l'autre, vous tirez quand même un peu la bourre, ou il y a quand même un truc d'observation et de plaisir et pas d'enjeu de compétition à ce moment-là de la course, en tout cas, juste d'avancer ensemble et de prendre ces kilomètres à 2 plus facilement peut-être? Un autre gars de Combloux là encore. La team Combloux. Non mais au début, non, on s'est parlé. Après, je pense que Jérémy, il avait l'envie de me gagner, il avait envie de gagner, moi j'avais l'envie de gagner, donc quand on était sur le même rythme, on suivait, mais au ravito, on s'attendait pas. Il y a des montées où il montait plus vite que moi. On courait ensemble, mais pas collé tout le temps en fait. Parfois, il avait 30 secondes d'avance. Après, c'était pas. Non, on s'entraidait pas. Après, ça faisait du bien d'avoir quelqu'un en combat. Ça permettait de garder une dynamique de course. Mais c'était pas une entraide. Je veux dire, on se portait pas les flasques à l'autre, des choses comme ça. Comme j'ai pu faire par exemple avec Benoît sur un Suscan Trail où vraiment là, on s'attendait quand quelqu'un arrêtait faire ses besoins ou des choses comme ça. Quel Benoît? Girondel? Benoît Girondel, oui. Ouais, ok. Qu'on salue aussi au passage. Et ça, dans ces moments-là, est-ce qu'il y a un désavantage à être devant quand il y a des frontales, etc. Est-ce que c'est celui qui est devant, c'est celui qui fait un peu une partie du sale boulot pour celui qui est derrière? Ou pas franchement? Oui, parfois il y a un côté, faut pas trop. C'est pas mal d'être parfois dans les baskets et pas réfléchir et se reposer, mais parfois aussi être devant, un peu regarder les rubalises, créer un dynamisme. Donc je pense que c'est sur l'ultra, comme beaucoup de gens diraient, il faut faire sa propre course. C'est ça c'est surtout ça qui est important. Et en fait, ce qui est dangereux, je pense, quand t'es à 2 ou t'as un combat comme ça, et ça on en avait parlé beaucoup pour l'UTMB aussi par exemple, c'est que c'est au ravito, tu fais pas ton propre truc, t'as un stress en fait, tu sors de ta course, t'as un autre gars, en fait tu fais la course selon l'autre gars et pas selon toi-même. C'est juste ça qui est dangereux, je pense, être avec un autre gars. Ouais, et qu'il faut, j'imagine, se battre un peu plus pour réussir à préserver ça au fil des kilomètres quand la lucidité part, le fait de pas sortir de sa course et de faire la course de bulle, quelqu'un d'autre. Ouais.
C'est préserver Ça va sa être plus bulle qui est délicat. dur, oui. À quel moment tu prends l'ascendant sur Jérémy? Est-ce que tu as le sentiment de devoir vraiment appuyer un peu fort pour faire ce trou-là ou ça se fait par la force des choses? Je pense que niveau intrinsèque, je suis meilleur que lui physiologiquement sur des formats courts, des choses comme ça. Donc non, j'avais un peu toujours ce côté un peu, ça allait, on avançait. Mais c'est en descente que je descendais mieux que lui. Donc j'ai fait l'écart après le sommet en haut de Val de Blore. Je crois que c'est l'écart gros. Et Kilomètre 75 à peu près. c'est ça. Et donc il y a toute une crête et c'est la plus longue descente. On va descendre jusque dans la rivière de la Tinée. Non, de la Vésubie. La Tinée, en fait, c'est les deux vallées. En fait, il y a la Tinée et la Vésubie, on joue entre les deux. Et là, après, on va descendre jusqu'à la Vésubie, donc en passant par Utel et ces différents ravitaillements. Et donc ça, c'est une très longue descente avec des petits coups de cul. Et c'est dans tout ce moment-là où j'ai fait un écart avec Jérémy, en pleine nuit. Mais c'est aussi un peu ce moment de folie que je parlais juste avant, à 3-4 heures du matin, où je faisais un peu n'importe quoi parfois. Comment se passe la gestion de la nutrition, les ravitaillements, tout ça? Est-ce qu'il y a des problématiques liées à ça ou globalement, c'est assez cohérent, homogène et tu souffres pas particulièrement? Salé, j'ai pas eu l'envie de vomir, des choses comme ça. C'est juste qu'au bout d'un moment, je peux plus manger de solide, ça c'est sûr. Et plus ça avance, plus je tourne qu'à du liquide. Ouais, Au bout de combien de temps là dans le cas de Nice par exemple? Nice, je pense Mi-course. même déjà à Val de Blore, donc déjà Un peu mi-course moins en la fait. mi-course, Ouais. ouais. Et même maintenant, en fait, je mange que de la purée, des gels ou des choses liquides un peu entre guillemets. Parce que pour moi, manger du solide en course, c'est clairement impossible. Mais une petite blague, le refuge d'Ahu. Souvent, il y a Germain Granger qui y va souvent. Qui dit Germain Granger dit blague, forcément aussi. Ah ouais, non, pas ça pour une fois. taquine. Il m'avait fait Ah des on a fait des bonnes blagues au départ du thème ensemble. C'était marrant. Comme c'est bizarre. Mais non, il y avait le refuge d'Ahu ils ont fait un tir ravito hors zone pour toute la course avant Isola. Un col et donc il y avait une petite ils ont fait des tartes à la myrtille, des tartes avec des graines et tout, donc moi j'ai pris une belle tarte à la myrtille au bout de 3-4 heures de course. Je savais que Ça réchauffe le cœur. ça réchauffe le cœur, je savais que ça allait être encore long, donc merci à eux. Sur les ravitaillements, habituellement tu es plutôt du genre à faire le ravitaillement express, aller un peu plus vite que nature, ou est-ce que tu peux décider de prendre vraiment le temps de te reposer, de faire ce qu'il faut, ou est-ce que ça dépend vraiment à chaque fois du contexte, du moment de la course? Je vais toujours essayer d'aller le plus vite possible de ce que j'ai à faire, ça c'est clair. Je pense que je vois pas l'intérêt de perdre du temps au ravitaillement, à part si on a quelque chose à faire, donc faut le faire. Mais rester assis pour se reposer au ravitaillement, je pense que c'est pas un intérêt. Deuxièmement, oui, si je vais prendre mon temps de changer les chaussures, s'il faut le faire, mais s'il va pas le faire, je prends juste mes flasques et je pars. Oui, c'est un peu ça. J'essaie d'optimiser tout, mais après, s'il y a des choses à faire, je prendrai mon temps pour faire les choses. Les chaussures, justement, tu en avais grainé un certain nombre de paires là, pendant cette course-là. Est-ce que c'était dans la continuité de la TDS peut-être? Maintenant que tu es du 45 un tiers. Je pense que j'ai eu très peur en fait de avoir des problèmes de pied, de peur des ongles et des choses comme ça. Donc j'ai changé de chaussettes et chaussures, je pense 5 fois dans la course. Ce que je fais plus maintenant sur un 100 mètres, je change une fois. En fait, je pense que j'avais une grosse peur, mais à la fois c'était super agréable parce que mes pieds étaient super propres à la fin, parce que je mettais toujours du talc, des choses comme ça, donc ça gardait mes pieds bien au sec. Et donc c'est une stratégie qui peut être valable, tu penses, enfin, d'avoir vraiment en fonction du terrain, etc., et du moment d'avoir des chaussures très différentes. C'est quelque chose que tu peux être amené à répliquer beaucoup. Pas forcément une chaussure différente en soi, mais plutôt remettre des chaussettes secs. Hein. C'est Okay. Surtout ça, parce que je pense que si on regarde les pieds du trailer à la fin, il y a un peu ce côté quand on est trop resté dans un bain. Ouais. Et c'est ça surtout qui est important. Est-ce que tu peux nous parler des 40 derniers kilomètres? Ça a été un tout petit peu moins une partie de plaisir. Là, on a l'impression que la course se passe bien jusqu'à maintenant. C'était un petit peu plus pénible sur la fin? C'est François qui disait que souvent quand tu as un grand haut, tu as un grand bas qui va arriver derrière. Il faut faire attention quand tu as un grand haut. Et en fait, c'est ça, j'avais lâché Jérémy derrière. Je montais le Montferrion. Mais je courais dans des côtes que je courais même pas. En plus, il y a 3-4 heures avant, je sais pas pourquoi. Et un peu de la folie. Et là, d'un coup, lever de soleil. Et plus d'énergie, je marche en descente, je m'étire en haut des montées, il y a le mode finisher qui commence à s'activer et là, ouais, dans les 40 derniers kilomètres, j'ai eu le sentiment de plus être en tête, j'ai vraiment eu le sentiment de devoir juste aller chercher cette course, de finir cette course et de voir la promenade des Anglais, et c'est un peu ce sentiment qui s'est mis en place au fil des kilomètres à ce moment-là. Est-ce que je reviens au moment justement où tu as accéléré un peu avant de connaître ce trou d'air? Est-ce que ça peut être aussi justement parce que tu es déjà un peu en train de switcher pour dire allez, il faut que ça se termine vite? Enfin, est-ce que ça peut être aussi ça qui fait que tu t'appuies un peu plus que de raison? Ouais, je pense que le mental il dit allez, non, c'est bon, t'es bien appuyé, comme ça on rentre vite à la maison. Et je pense que c'est ça, la concentration, c'est hyper dur de l'avoir sur très longtemps. Je parlais avec Hannes Hamburger, c'est un Allemand qui a gagné Madère il y a quelques années.
Il me disait même jusqu'au dernier kilomètre, lui, il a ses splits, ses temps de passage à faire, et il le fait jusqu'au dernier kilomètre alors qu'il avait gagné, course gagnée, parce qu'il me disait en fait que souvent il souffre moins à être bien concentré, à faire ses choses de manière bien concentrée, que se relâcher, dire ah c'est bon, j'ai du temps d'avance et je peux faire ce que j'ai envie. Et je pense que c'est ça qui est très dur sur ultra, c'est facile de dire d'être concentré là maintenant assis sur cette chaise, mais quand ça fait 15 heures qu'on court dans la montagne, c'est autre chose. C'est autre chose, ouais. Et justement, toi, à ce moment-là, tu es confiant sur ta capacité à gagner? Est-ce que les écarts, c'est quelque chose que tu sollicites régulièrement auprès de ton entourage pour savoir où tu en es? Est-ce que ça peut être une source de préoccupation? Ouais, quand même, quand tu commences à plus avancer, et que tu sais que avant, pendant 3-4 heures, tu te disais que tu allais avoir victoire facile, entre guillemets, mais tu disais que la victoire, elle était gagnée. Bah là, ouais, tout d'un coup, tu te poses quand même beaucoup de questions, mais c'est là où je suis quand même fier de moi, c'est que c'est là où je gagne le plus de temps sur Jérémy Marin, c'est dans cette période dure. Et en fait, c'est que j'avance pas si lentement. Je pense que c'est en fait Peut-être le truc à pas oublier, c'est de se dire que quand on a l'impression d'être mal, en fait, les autres gens derrière vivent la même chose. Ouais. Et aussi, peut-être que même je suis pas même quand je suis mal, j'avance peut-être pas si lentement, et c'est ça m'a fait du bien aussi, je pense, pour les courses d'après. Et donc, oui, je demandais les écarts, mais les écarts ne bougeaient pas ou je gagnais du temps. Donc, au bout de 2-3 ravitaux, ça m'a rassuré. J'y pensais plus trop et juste je baissais la tête pour arriver. Quel souvenir tu gardes de la fin de course à part les escaliers escarpés à la toute fin? Est-ce que tu as réussi à reprofiter peut-être en étant dans la ville? Parce qu'il y a un passage relativement long, quand même. Enfin, en tout cas, quelques kilomètres dans la ville. Là, tu es dans le plaisir. Là, c'est dur. Hein. Là, il fait pas beau. Ouais, il fait pas beau. Mais qu'est-ce que je garde, c'est qu'il y avait un caméra runner qui s'appelle Tom Lecomte. Il est 98, donc on a quasiment le même âge. Moi, je suis 99. Et on avait fait des courses Trail Drome, le 20 bornes, il y a quelques années. Il m'avait battu au sprint à l'époque. Et c'était la sympa. Malédiction du sprint du Godec. C'est ça. Et en plus, c'est marrant, on revient sur ça. Et c'était sympa comme de pouvoir courir avec lui pendant 1 heure, de parler. En fait, j'ai eu un pacer d'un côté. J'ai triché. Toujours sur spot avec les caméras runner. Mais non, je me rappelle de cette fin. Et surtout à la fin, sur la prom, quand je vois mes parents, ma famille et tout, il y a quand même un peu l'émotion. Mais c'est assez bizarre. J'ai pas eu beaucoup d'émotions à l'arrivée. Je pense que j'avais été dans un tel état de fatigue que j'ai même pas eu... L'émotion, elle est venue vraiment après. On voit un beau sourire sur la ligne d'arrivée quand même avec la médaille. Ouais. Mais c'est peut-être pas un registre émotionnel. L'émotion, elle est vraiment le lendemain. Le lendemain, c'était... Je pense que quand j'étais au triathlon de Saint-Raphaël, voir le triathlon de Saint-Raphaël, et là, c'était une émotion... Je sais pas, le boulot était fait. T'as pris conscience, ouais. Ouais, c'est la prise de conscience qui a pris du temps. Donc tu as conclu ces 167 km à la première place, on a compris, après 23h59 et 18 secondes d'effort. Tu as 1 heure d'avance tout pile sur Jérémy, 1 heure et 4 secondes. Et Florent Cuny complète le podium. Et Rania Debatz chez les femmes qui a fini 8e au scratch, première féminine en 27h45, la coureuse néerlandaise. Ton sentiment, là on a compris qu'il n'y a pas d'émotion, ton ressenti quand même sur ce format, sur déjà les tout premiers apprentissages que tu peux avoir de ce format que tu découvrais à ce moment-là? Bah, ça m'a vacciné en fait. Je pense je suis allé sur l'UTMB l'année d'après, mais c'était quand même sur le moment je sais pas si sans mal j'ai envie d'y aller de suite. C'était vraiment ça un peu le premier. Je pense que j'étais dans un tel état de souffrance pendant tellement d'heures qu'il y avait un peu ce côté mais faut quand même se le mettre dans le cornet. Ouais, faut se le mettre dans le cornet quand même, tout ça. Et ouais, l'apprentissage que j'ai eu, c'est que vraiment quand tu démarres en 100 miles, si t'as pas la 110%, l'envie, tu comprends pas pourquoi tu fais cette... En fait, c'est des choses qu'on me disait bêtement, que quand je parlais à Xavier à l'époque, Thévenard, ou Benoît, ou des trucs, en fait, que je comprenais pas, parce que sur 100 bornes, nous, on part le matin et on arrive le soir, en tant qu'élite, pour moi, c'est même pas de l'ultra, pour moi, c'est en tant qu'élite, je parle pas en tant que finisher où on peut passer une nuit, mais en tant qu'élite, c'est vraiment pas la même chose. Que là, il y a un côté... faut comprendre pourquoi on est là et pourquoi on fait ça. Moi, j'ai toujours entendu j'ai jamais fait d'ultra, qu'il y avait plus de différence entre le 100 km et le 100 miles qu'entre un 30 kg et un 100 kg, que c'est un autre monde et une autre discipline presque. Je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, la semaine dernière, j'ai fait un 30 bornes, d'accord, c'était un format court, il fallait tout le temps relancer et tout, mais j'ai déjà aussi senti ce stress sur un 100 bornes en fait. Et je trouve que même un 30 bornes, une course de 2h15, une course de 10h, ça se ressemble plus qu'à une course de 10h et une course de 20h. Parce que, en fait, je pense dépasser de la journée de course, on rentre dans un état de gestion complète et c'est vraiment différent. Est-ce que tu considères que tu as fait une course pleinement accomplie ?
Abouti plutôt, qu'accompli. Bah, avec l'expérience que j'avais, donc forcément j'ai fait plein d'erreurs, mais avec l'expérience que j'avais, avec mon background, je suis content de ce que j'ai fait. Ouais. Oui. Les optimisations que tu as vues à l'issue de la course, il y en a plein. Il y en a à l'infini en fait, je pense. Je pense qu'il faut être heureux de ce qu'on fait. Forcément, il y a toujours, on peut toujours faire mieux. Je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais il faut déjà être content de ce qu'on a fait. Ouais. Mais oui, il y avait des optimisations à l'infini encore. Est-ce qu'il y a aussi la surprise finalement de tout ce que tu as réussi à livrer? Est-ce que tu t'estimes satisfait et agréablement surpris de ce que tu as pu délivrer? Ouais, mais je suis content d'aller voir cette ligne d'arrivée, de finir en 100 miles. Et je suis content, là. J'ai un peu cette satisfaction de le finir à 23 ans. Je sais pas, c'est toujours sympa un peu de faire des choses un peu différentes. Je pense que c'est pas très fréquent d'avoir des gens à cet âge-là qui le font. Je dis pas qu'il faut toujours se sentir différent, tout le monde se sent différent un peu dans cette société, mais bon, c'est toujours sympa cette reconnaissance. S'il n'y en avait qu'une, l'image que tu retiendrais de la course? Ah, ma grand-mère qui dit bon courage au départ. D'accord. La grand-mère, ça prend le pas sur une tarte aux myrtilles. C'est bien, c'est bon signe. Ouais, ça va lui faire plaisir. Si tu devais décrire ta course en un mot, Hugo? Une vie. Ok. Ressenti une vie. Tu es revenu, donc, tu nous l'as dit, cette année sur un format un peu plus court. C'était évident pour toi que tu avais envie de retourner arpenter une partie de ces sentiers. En tout cas, là, tu as signé une deuxième place. Quel souvenir tu gardes de cette édition 2023? Nice, c'était vraiment la circonstance qui a fait que je voulais revenir sur la CCC cette année et donc il fallait chercher ma qualification et les modalités m'obliger de les chercher en 2023, même s'ils les ont changés maintenant, on peut quand même les chercher en 2024, mais bon, moi je voulais pas prendre de risques. Et donc c'est un peu ça, et le parcours, c'était à côté de chez moi, c'était une facilité d'organisation, donc il y avait un peu tout ça qui fait que pourquoi je suis revenu sur cette course. Est-ce que tu trouves ça court, un format 50-60? Est-ce que tu le ressens comme ça? Bah, je trouve que le format 50-60, ça court, mais pas forcément plus vite parfois qu'un départ de TMB. Hein. Non, mais c'est vrai, je pense que je conseille aux gens de regarder un peu les allures des premiers du TMB. On est sur des allures de 3,50, 3,45, à peu près c'est du 4,20, 4,30 en VAP jusqu'à 4,20 en VAP jusqu'à Contamine. Et à titre d'exemple, le VAP, c'est vitesse à plein. Ouais, vitesse ajustée selon la pente. Et je pense et je montre à titre d'exemple, je crois que souvent les 50 bandes, ça se gagne à 4 en VAP à peu près. Donc on est parfois au départ, en fait, c'est vraiment, il y a un peu cette même sensation. Donc, sinon, tu tombes dans les VAP. Ouais, je tombe dans les VAP. Attention. Ou dans les vannes, on ne sait pas. Mais j'ai pas pris ma vapoteuse. Mais ouais, non, mais cette sensation d'aller beaucoup plus vite, non, c'est quand même une course longue, hein. On part pour 60 bornes, c'est pas si Et toi, court. tu finis, on dit qu'il n'y a jamais de course facile, jamais de distance facile en fait, parce que ça dépend de l'intensité que tu vas mettre. Toi, tu finis à 50 ou 60, t'es éclaté au sol, comme disaient les jeunes. Enfin, non, mais t'es vraiment extrêmement fatigué, ou est-ce que t'en as, par la force des choses, un peu sous le pied encore? Ou est-ce que le but du jeu, c'est que tu finisses carpette? Quand je suis en forme, ça va. Par exemple, le trail de la Sandbaume la semaine dernière, je dis pas que je pouvais aller plus vite, mais c'est que j'arrive à finir moins. Je les encaisse beaucoup mieux maintenant, au fil des années. Mais là, le 60 bornes, en fait, je pense que j'avais pas du tout récupéré l'UTMB. Et en fait, j'ai été vraiment sur une fatigue de fond et je l'ai fini la course parce qu'il fallait chercher la qualif. Mais je pense mes proches qui m'ont vu dans l'état où j'étais pas beau à voir. C'était pas une course de performance. C'est marrant, 2 courses à Nice et les 2 courses c'était un peu les courses. Faut aller à chaque fois un peu chercher cette ligne d'arrivée. Merci beaucoup Hugo. On va parler maintenant d'avenir avant de conclure sur cet épisode. On l'a compris, donc il y a rendez-vous fin août pour la CCC. Comment va se passer ta saison d'ici là? Il y a un semi demain matin, mais sur les autres points d'étape pour te mener dans les meilleures dispositions jusqu'à la CCC, puis peut-être à l'automne ensuite. Qu'est-ce qui est prévu à ce jour? Les championnats de France là, qui vont arriver bientôt vers la Drôme, à Bulle-et-Baronnie. On se verra là-bas, c'est avril. Voilà, et je croise les doigts pour prendre la qualification au championnat d'Europe. Je pense pouvoir avoir le niveau. En tout cas, je pense avoir le niveau pour réussir la qualification, mais après, il y a un tel niveau en France que c'est aussi excitant. C'est ça qui nous pousse vers le haut, donc on sait rien. Ce maillot bleu, blanc, rouge, là, quel sens tu lui donnes? Quelle importance? Je sais pas, j'ai quand même toujours rêvé de représenter la France, que ce soit pour l'équipe de France de basket. J'ai toujours adoré suivre l'équipe de France. Parfois, je suis pas un sport, je veux juste que le français gagne. C'est toujours eu un peu. Moi, je me sens franco-français. Je suis quand même très fier d'être français. J'ai une grande fierté d'être français. Donc j'ai vraiment envie de le porter. Et à Annecy, c'est à côté de chez moi maintenant. J'habite à côté de Genève, donc il y a tout un sens qui tout converge, ouais.
Donc ouais, il y a ce rendez-vous-là dans la Drôme. Et donc les championnats d'Europe, si qualification. On Et je espère pense, aussi. si j'ai pas la qualification, je pense la Maxi Race. Ok. Si j'ai pas la qualification, voilà. Et à l'automne, tu as déjà des plans ou ça va vraiment dépendre de ce que va donner Souvent, la CCC? je fais jamais de plan sur l'automne parce que souvent, je sais que ça c'est selon la CCC. Donc, mais je pense c'est soit est-ce que j'ai envie de faire un 100 miles et je vais sur la Diagonale des Fous, ou soit j'ai envie de rester sur les formats que je connais, je vais sur les Templiers, ou soit j'ai envie de me reposer et je vais faire des beaux off avec les copains. Et tu vas mettre du e-sport. E-sport, ouais. Comment va se passer la suite là, de ton week-end parisien? Qu'est-ce que tu as prévu quand tu viens ici? Tu as envie de faire quoi? Enfin là, il y a un contexte un peu particulier parce que tu as un engagement avec ton partenaire Adidas. Bah, déjà, j'essaie de voir beaucoup de monde. J'en profite d'être à Paris. C'est un peu la folie parisienne. C'est quand on vient à Paris, il y a toujours plein de choses à faire. C'est toujours particulier quand même, Paris. On a toujours quelque chose à faire. Tu prends tes baskets quand tu viens ici? Oui, bah, Tu peux prendre plaisir à courir à Paris? Ouais, c'est un peu dur quand même. Petite grisaille, petite pluie ce matin. Tu me l'as dit tout à l'heure, Montmartre, tu tolères. Mais Montmartre, pour moi, c'est le plus beau quartier de Paris. C'est vraiment, j'adore. Je trouve que c'est je retrouve ce côté village à Montmartre et ça, c'est très agréable d'y courir. C'est très agréable. Mais oui, j'ai un plaisir sur un week-end, sur 2 jours, je vais pas quand même faire la fine bouche. La fine bouche, il y a quand même des beaux monuments, des belles choses à voir et ça change de nos belles montagnes. Et des beaux podcasts à faire en plus dans les petits apparts parisiens, sympa, loué pour l'occasion. C'est ça, merci beaucoup pour l'invitation. C'est mon plaisir, tu plaisantes. Je te propose de conclure cet épisode, Hugo, avec le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui peut être ta propre création ou une devise existante qui résonne particulièrement en toi? Je pense que les gens le comprendront, mais pas de day off quand il fait beau. Et je pense les gens qui écouteront et qui connaissent, c'est une petite pensée à quelqu'un qui est parti un peu trop tôt en fin d'année dernière. D'accord. On lui envoie nos pensées, donc on lui adresse nos pensées. Merci beaucoup Hugo, c'est déjà malheureusement la fin de cet épisode. Merci d'avoir partagé avec nous cette première expérience sur ce format 100 miles qui a été une très belle réussite. C'est toujours un immense plaisir, je te le dis, parce que c'est très sincère de croiser ta route. Ça a été une fois de plus aujourd'hui. Je te souhaite de bien profiter de ce court séjour parisien. Merci. Et puis plein de bonnes ondes pour la Drôme, avec, je l'espère, au bout de tout ça, une sélection. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, plein de plaisir sur les sentiers pour l'année à venir et puis plein de réjouissances d'ordre personnel. En tout cas, voilà, je te souhaite d'être heureux et accompli. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.